Bonsoir tout le monde, donc là je reviens vers vous pour faire la vidéo sur l'installation d'un serveur web LAMP. Donc moi je vais pas l'intégrer à la maquette puisque j'ai besoin de dialoguer directement avec elle sur mon réseau, mais rien ne vous empêche d'intégrer à la maquette qu'on a fait préalablement. D'ailleurs, là je vais vous parler du clonage sous VMware qui vous fait gagner un temps mais fou. Là par exemple j'ai besoin d'une machine Linux et j'ai pas envie de me retaper toute l'installation. Donc je vais vous expliquer comment on va faire. Ensuite, il y a juste quelques modifications à faire. Par exemple, là, je vais cloner la machine sous Linux qui sert de passerelle de ma maquette. Et je vais retirer le script et le fait qu'elle se transforme en routeur NAT. Donc pour ce faire, on va aller sur Workstation. Donc voilà, donc là on retrouve la petite maquette de vidéo précédente, donc labo, tout ça. Et je vous conseille d'ailleurs, une fois que votre maquette est opérationnelle, c'est de faire ce qu'on appelle des snapshots. Ça veut dire un état, vous pouvez prendre une capture de votre machine à un état et à une date précise, regardez, par exemple là je fais Snapshot Manager, et j'ai fait une capture quand tout fonctionnait. Ça veut dire si jamais vous faites une bêtise et que vous cassez votre serveur qui fonctionne plus, et vous vous dites ah faut que je refasse tout, bah non, vous faites un clic droit, attendez, hop, un clic droit, snapshot, et revenir à l'état précédent. Ça prend quelques secondes et c'est très rapide. Par contre, faites-le quand la machine est éteinte, hein, sinon la capture, la création du snapshot est très longue en fonction de la mémoire vive. Vous avez 4 Go de mémoire vive, à faire une capture avec 4 Go d'espace disque, ça serait un peu du gâchis. Éteignez la machine, faites une capture et ça dure quelques millisecondes. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de faire le clonage de ma petite passerelle. Donc c'est rien de plus simple, un petit clic droit et vous avez l'option Manage. Vous avez le niveau de compatibilité, etc. Nettoyer un peu les disques, etc. et carrément supprimer la machine du disque dur. Donc non, nous ce qu'on veut c'est cloner. On va faire un petit clone. Donc voilà, un petit utilitaire suivant. Donc là il vous demande est-ce que vous voulez faire directement soit l'état actuel de la machine ou depuis une snapshot que vous avez fait récemment. Donc moi je vais partir du fait que non, la machine actuellement de toute manière ça revient au même puisque moi je viens de faire le snapshot à l'instant. Donc que ce soit cet état là ou le snapshot, ça reviendrait au même. Mais par exemple, imaginez que votre serveur, vous venez de l'installer, vous faites une snapshot et vous l'appelez installation terminée. Et vous l'avez modifié entre temps et tout. Bah, quand vous allez faire le clone de cette machine, vous pouvez aller au snapshot et dire bah, je vais prendre le clone de la machine, mais qu'à partir au moment où j'ai créé, où j'ai terminé l'installation. Donc moi je vais dire, par exemple, imaginons que c'est l'installation, je choisis le snapshot 1 pour l'installation. Et bien entendu, et là il vous le dit uniquement fonctionnel que si la machine a été éteinte. Suivant. Et là, vous avez deux types de clones. Vous avez le clone lié et le clone complet. Le clone lié, c'est très pratique, ça se fait en quelques secondes. C'est simplement, il va créer un fichier de différenciation. C'est-à-dire, votre disque dur virtuel de votre serveur va servir d'un point de lecture uniquement. Et toutes les écritures qu'il va faire sur le disque dur, au lieu de les faire sur le disque dur de votre machine de référence, il va les faire sur le petit fichier de votre clone. D'accord? Donc généralement, Linked Cloud c'est très bien, mais si vous faites ça avec votre machine, votre labo tourne en même temps, vous allez constater quelques ralentissements parce que votre disque dur va être sollicité en lecture pour votre autre machine qui est liée à celle-ci. Vu que moi je ne ferai jamais tourner les deux en même temps, je vais créer un clone lié. Par contre, vous, si vous faites ça, assurez-vous de ne pas faire tourner les deux en même temps, sinon vous allez avoir des ralentissements sur les machines. Donc généralement, on fait un clone lié sur une machine virtuelle qui n'est pas utilisée, qui ne tourne pas, d'accord? Normalement c'est une machine qui est dans un coin qui est dite en fait un template, d'accord? Donc je vais le faire, suivant, je vais pas l'appeler clone srvdeb, je vais l'appeler srvdeb web pour dire que ça sera ma machine virtuelle qui contiendra mon serveur web. Terminé. Hop, et voilà, c'est fait. J'ai ma machine virtuelle clonée, elle a une petite icône légèrement différente. Je vais créer un nouveau folder, c'est là j'ai marqué dev pour le développement. Hop là. Perdu, encore perdu, non c'est bon. Voilà, et j'ai bien mon disque dur de 5 Go, vous voyez, hein. Pas de souci, nickel. Donc 56 mots, pas besoin de plus, le pros hein, comme tout à l'heure. Par contre, voilà, les deux cartes réseau ça me saoule puisque moi je veux que du NAT, j'ai plus besoin de la deuxième. Pof, je la retire. Parce que nous, une seule carte réseau qui dialogue avec mon réseau, ou que ma machine, parfaitement. Voilà. On va la lancer, vous voyez que ça va se lancer sans trop de soucis.
Donc là vous allez avoir par contre, non, normalement il génère une nouvelle, et c'est assez intelligent VMware parce qu'il va générer carrément une nouvelle adresse MAC, etc. Avec l'adresse MAC, si vous comparez avec l'autre, ça sera pas la même, ce qui fait que votre machine ne va pas choper la même adresse IP que votre clone d'origine, puisque elle a une adresse MAC différente, et du coup si on fait un petit if config, il a quand même chopé la même adresse. Voyons voir ça de plus près. Est-ce que c'est la même adresse? Settings. Du coup, je vous conseille en fait de changer l'adresse MAC. Bon, je pense pas que ça soit la même pourtant. Voyons voir. Settings. Hop, hop. Et bah si c'est la même. Et bah non, c'est pas la même. Bon, bah, c'est parfait. Donc parfait, c'est. On va faire juste un petit DH client ETH0. ETH0. Voilà. Et un petit if up ETH0 pour choper. Bon, ça sera toujours la même adresse, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de réel conflit. Si votre adresse est déjà utilisée, il va en choper une autre. Donc peu importe. Donc pareil, le fait qu'elle s'appelle GW01, ça me plaît pas trop, donc on va la modifier. Donc nano etc d'un fichier hostname qui permet de changer le nom de votre machine. Donc là, je vais mettre web 01 et on enregistre. Et là, vous faites un petit reboot pour que ça prenne en charge la modif. Une fois que la modification est prise, je vous conseille de passer directement avec l'utilitaire PuTTY pour le reste de la configuration, puisqu'on va faire des petits copier-coller, et il vaut mieux avoir l'interface de prise à distance PuTTY. Donc on attend que PPR ait terminé de démarrer. Hop, hop, hop. Ok, je fais de mon PuTTY. PuTTY. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis dans perso. Hop. Voilà. Hop là. Il a fini de démarrer. Toujours pas. Il n'a pas aimé changer de machine, de nom de machine, lui. Hein. Bon. Ça n'empêchera pas d'avancer. Donc, bien entendu, les identifiants n'ont pas changé. Et vous voyez bien que j'ai bien changé de nom. Web 01. Donc pareil, pour ceux qui ont des petits écrans, je ne vous oublie pas. Hop, hop, un petit gras. Voilà. Je suis sur mon serveur web qui, pour le moment, ne fait pas grand chose. C'est toujours un routeur, ne l'oublions pas. Donc on va supprimer le fichier de démarrage automatique, donc rm, etc, init.d et le startup, hop, poubelle. Pareil pour le script qui est ici. Voilà, donc là, on fait ça. tupdate-rc.d. Voilà, c'était startup script remove. Voilà. Donc là, il m'a retiré tout grâce à la petite commande que j'ai oublié de vous dire. Voilà, trc.d, le nom qui était au début est suivi de mot remove pour supprimer les dépendances du démarrage. Donc là, je vais pas redémarrer la machine simplement pour prendre en compte tout ça, hein, c'est pas très grave. Le prochain redémarrage, ça sautera, voilà, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'il nous faut installer pour le serveur web, il nous faut tout d'abord le serveur web, donc qui s'appellera Apache 2. Apache 2 fonctionnera de pair avec PHP 5 qui permet de faire des sites web dynamiques. Donc au PHP 5 en dernière version dans le repository, je crois que c'est 5.6, et un serveur de base de données pour stocker tout ce qui est aspect données, relations, etc., qui sera MySQL, qui est, bien entendu, les trois sont open source. Et on verra l'installation d'un petit site utilitaire pour gérer MySQL. Alors, moi je vous conseille de manier un petit peu MySQL en ligne de commande, mais on peut très bien mettre en place PHP MyAdmin. Et je vous déconseille finalement de l'installer via l'utilitaire apt-get puisqu'il n'est pas à jour sur les dépôts. Autant prendre la dernière version à jour sur le site qui possède beaucoup de fonctionnalités, notamment la création et la génération de MCD. Donc, on va commencer par l'installation.
Tout se fait en une seule ligne, donc apt-get, install, donc Apache 2, PHP5, MySQL-serveur, et enfin, pour gérer la liaison PHP5 Apache 2 MySQL, nous avons le module PHP5 MySQL, et c'est déjà pas mal. Hop, hop, hop. Et là, il vous dit bien, bah, parfait, bah, j'ai besoin de prendre 123 MO d'espace disque nécessaire, j'ai tous les paquets que tu m'as demandé, il n'y a pas d'erreur, donc souhaites-tu continuer? Bah, nous, on va dire oui. Qui télécharge tout, comme un grand. Voilà, donc là, il vous demande, oh, c'est flashy. Il vous demande le mot de passe, pareil, de la base de données MySQL. Donc, l'utilisateur root de la base de données MySQL, pareil, restez dans les conventions de nommage, le même mot de passe. Voilà. Pop, pop, pop. Configure tout. Tac. Et démarre la base de données. On a fait quelques modifications, c'est bon. Et ensuite, il va bientôt démarrer le service Apache, voilà. Donc là, on a bien, en quelques commandes, vous voyez, on a déjà un serveur web fonctionnel. Je vais vous le montrer directement depuis mon navigateur Google Chrome, dès qu'il aura terminé de démarrer le serveur web. Donc là, il configure PHP 5 avec PHP unique, dans lequel on fera une petite modification pour les développeurs, parce que par défaut, quand vous faites une erreur de développement en PHP, bah, PHP ne nous affiche pas les messages d'erreur. Alors que quand vous développez, croyez-moi, c'est très pratique d'avoir le message d'erreur d'afficher. Bien sûr, une fois que vous serez en production, bien entendu, vous remettrez la valeur de la ligne que je vais vous faire modifier à son état habituel. Donc il redémarre le serveur web, ça y est, il a fini de créer le fichier php.ini. Ça c'est pas méchant. Bon là, 256 MO de RAM, c'était peut-être un petit peu juste, mine de rien. C'est lent, mais ça fonctionne. Une fois que c'est fait, que les services tournent, honnêtement, il n'y a pas besoin de rajouter plus. À quoi ça sert de lui donner autant de RAM si, une fois démarré, il en bouffe à peine 30%? C'est une raison pour laquelle on a inventé la virtualisation, c'est qu'on sous-utilisait les performances des machines, donc moi je donne que la RAM dont il a besoin. Voilà, enfin installé. Donc on va vérifier cela, c'est simple, pour ça vous ouvrez Chrome et vous tapez l'adresse IP de votre machine précédée de http://. Donc moi c'est 192.168.111.128. Si tout se passe bien, il devrait y avoir marqué It Works, la page par défaut du serveur web Apache. Donc ce que je vais faire, hop, hop, comme ça on va voir le site web à côté et tout. Et alors moi, vous voyez, cette page là, elle me saoule. Moi, c'est le truc que j'aime pas sous Apache, c'est la page It Works, parce que j'aime bien voir mes projets et tout. Bon, c'est pas très beau de laisser la racine ouverte. Donc je vais vous dire où sont stockés par défaut les dossiers de vos sites web. Ils sont stockés dans var
3W, c'est le dossier où sont stockés les sites web. Donc là, si je fais un petit ls-h, on voit bien mon petit index.html. Et bah ça, on peut le supprimer en faisant un petit rm index.html. Et là, si vous actualisez, regardez, pof, on se trouve, voilà, index off. Si je crée un petit fichier, genre touch php info.php, et que j'actualise ici, bien php info. Et justement, nous on va envoyer dans ce petit fichier une petite fonction PHP pour vérifier que notre PHP est bien installé. Donc echo. Et là vous écrivez un petit code PHP, tout ce qui est de plus simple. PHP info. Hop, et ça, on l'envoie dans notre petit fichier PHP info.php. Voilà. On peut vérifier en faisant un petit cat qui permet d'afficher le contenu d'un fichier. Et on voit bien que ça va fonctionner. J'actualise. On lance, et voilà. Ah, c'est 5.4, c'est pas 5.6. Ce sera amplement suffisant. Donc là, on voit que PHP est bien installé, sinon j'aurais pas ce fichier de configuration. Donc voilà, donc ça, parfait. Donc je vais le retirer, c'était vraiment pour tester que PHP fonctionnait. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, donc là du coup, on va faire ça. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'installer PHPMyAdmin pour gérer la partie base de données de notre site. Donc, on va aller sur le site de PHPMyAdmin. Non, PHPMyAdmin. On va télécharger. Ah, il y a la 4.4 en bêta. Oh, soyons fous, on va la tester. Hop. Comme c'est un labo, je me permets de tester. Donc, vous avez vu. Oh, je vais peut-être aller un peu vite. Je vais retourner dessus. Hop là. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai fait un copier du lien, donc copier l'adresse. Là, je vais refuser qu'il me le donne. Pourquoi copier l'adresse? Parce que je vais le télécharger côté serveur. Donc, pour télécharger des logiciels ou autres depuis une adresse web, vous pouvez utiliser wget. Wget suivi de l'adresse que vous voulez télécharger. Bon, là, l'adresse est légèrement plus grande. Par exemple, cette partie-là, vu que ça vient de SourceForge, vous pouvez retirer jusqu'à la fin de zip. Donc, on va faire ça, hop, zip, d'accord? Et vous lancez. Il télécharge, pop, pop, pop. Allez, j'ai un bon débit. Hop là. Donc là, si vous faites actualiser, il voit mon dossier zip. D'ailleurs, je vais le renommer en. Vous pouvez le modifier, renommer un fichier en faisant mv, comme mauve, déplacer. Vous commencez à taper le début de vos fichiers ou vous appuyez sur la touche tabulation parce que je n'allais pas tout taper. Et ensuite, vous faites un petit espace et le nouveau nom du fichier de moi, pma.zip. Donc là, j'actualise, on voit bien pma.zip. On va effacer un peu mon écran avec clear. Et je vais dézipper le contenu de PMA. Donc, tous les coups, unzip n'est pas installé. Donc, au cas où, vous faites un petit apt get install unzip. Et il était là, mais il n'était pas installé. Donc, comme ça me permet de l'installer. Et la commande, donc, pour extraire un zip, c'est tar xz pour dire de prendre en compte que c'est un fichier zip, vf, pma. Ah, il n'a pas à vouloir à tous les coups. Ouais, non. Excusez-moi, c'est unzip. Donc voilà, j'ai fait ça quand même. pma.zip. Voilà. Donc là, si on fait un petit ls-lh, on a php, blablabla. Donc moi, je vais jeter à la poubelle le fichier zip, puisqu'il ne me sert plus grand chose, pma.zip. Voilà. Et je vais renommer ce dossier-là en PMA. Je fais un petit ls-h, j'ai bien PMA. Pof. Donc là, j'ai bien mon dossier, et si je clique dessus, magie, j'ai mon PHPMyAdmin qui se lance directement. Alors, oh, je veux administrer mon site, je passe par là, voilà, j'ai accès, si je fais route, vous verrez que j'ai bien accès à ma base de données. Donc là, il n'aime pas la configuration que j'ai, donc j'ai bien PHPMyAdmin, je peux avoir le nom de la version, tout ça, blablabla. Donc 4.4.1, donc dernière version stable, c'est la 4.3.12, donc effectivement, je suis vraiment en bêta. Donc je peux vous le montrer en plein écran, donc voilà, route, etc. Donc j'ai bien mes bases de données, voilà. Donc, c'est bien, mais que diriez-vous d'utiliser des noms plus simples? Par exemple, si je tapais pma.nkji.lab ou .fr, hein, si vous voulez. En gros, on peut dire à Apache, parce que comme je vous rappelle, un nom de domaine pointe vers une adresse IP. Si on arrive sur notre PC Windows, c'est tout à fait possible, je vous montrerai comment.
si on arrive à lui dire je tape pma.nkj.lab, bon, au lieu d'aller regarder sur internet, tu vas d'abord regarder s'il n'y a pas une machine en local. Et bah, nous on va dire que pma.nkj.lab ou même .fr, bah, c'est égal à l'adresse IP de mon serveur web qui est en local. Donc pour ça, comment ça fonctionne? Regardez, donc là, imaginons, je vais faire un petit CMD, je vais faire un ping vers pma.nkj.fr. Donc là, on a un serveur qui apparaît, puisque oui, c'est le mien. Donc, en gros, puisque j'ai déjà un serveur PMA qui tourne derrière pour gérer mon serveur, d'ailleurs, il faudra que je change la connexion. Mais bon. Donc voilà, donc on va pas utiliser ça, on va genre imaginer qu'on tape MySQL, voilà, .nkj.fr, qui va rien se passer. Voilà, il me dit page web inaccessible puisque c'est un site qui n'existe pas. Et bien nous on va modifier un fichier en administrateur, j'insiste, hein, sous Windows 10, 8 ou 7. Sous Windows, je vais partir, je pense que vous avez Windows 8, vous faites Windows X pour ouvrir ce petit intitulé, vous faites invite de commande en admin. Voilà, sinon vous ferez un clic droit pour les Windows 7, vous faites un clic droit sur CMD, vous faites exécuter en administrateur. Là vous allez faire Notepad. Comme ça vous ouvrez le bloc-notes en administrateur. Il y a des raccourcis ou autres, mais moi c'est ma façon de faire. CTRL O pour dire on va ouvrir un fichier. Dans les types de fichiers, vous mettez tous les fichiers, sinon vous n'allez pas trouver le fichier que je vais vous parler. Et donc, on va aller dans C2. Mercredi, hop là, C2. Windows, Système 32. Oh là là, je fais des fautes. Et là, on a le dossier drivers, et regardez ce qu'on trouve dedans, etc, comme sous Linux. Et là, on retrouve, comme dans Linux, le fichier host. Voilà, et bah vous l'ouvrez. Wow, vive Windows 10, ça se voit que... Yo. Je l'avais jamais ouvert, moi, sous Windows 10. Je fais comment, moi, maintenant? Alors, bah, on va faire sans... Ah, d'accord, il y avait eu un petit bug. Je me disais bien, il y avait un souci. Donc, voilà, donc le fichier est ouvert. Drôle de bug d'ailleurs, mais bon, on va s'en passer. Donc là, il vous explique que voilà, bah, ici, vous pouvez mettre des adresses IP. C'est un mini service DNS, grossièrement, ça n'en est pas un, mais on va stipuler que c'est un service DNS. Vous mettez l'adresse IP à gauche et à droite le nom. Donc, nous, notre serveur, il est sur 192.168.111.128. Et là, je vais ajouter mysql.nkj.fr. C'est-à-dire, avant même d'interroger les serveurs DNS fournis par votre fournisseur, il va d'abord aller voir à cette adresse-là. Là, j'ai sauvegardé. Hein. Si vous ne l'avez pas fait en administrateur, il ne vous laissera pas sauvegarder. Donc là, pareil, vous avez vu, il pointe bien vers mon serveur. C'est la même chose, sauf que j'ai pas tapé l'adresse IP, j'ai tapé le nom. Ce qui sait que cette adresse-là correspond à 192.168.111.128. Alors moi, ce que je veux, c'est quand je tape cette adresse-là, je tombe pas là, je tombe bien dans le dossier PMA. Pour ça, c'est côté serveur Linux que ça se passe. On va aller dans le dossier de configuration de Apache. Allons-y, avec CD. CD qui permet de changer de répertoire, qui veut dire Change Directory. Dans le TC, naturellement. Et vous avez forcément un dossier Apache 2. On rentre dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Un petit ls-lh. Vous avez le fichier de configuration générale d'Apache, donc Apache 2. Un dossier où vous pouvez mettre des petits fichiers qui seront intégrés à chaque démarrage d'Apache. Magic, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mode available, c'est les modules activés, les modules disponibles pour Apache. L'autre dossier mode, c'est les modules qui ont été activés. Port conf, c'est ce qui gère les ports sur lesquels Apache tourne. Si vous voulez le changer de port, au lieu que ça soit sur 80, bah, vous pouvez le changer ici. Et site available, c'est les sites disponibles. Là, c'est là que ça nous intéresse. Et site enable, les sites activés. Bah, nous, on va aller dans le site available. Donc les sites disponibles. Comme par hasard, vous allez voir, il n'y en a que deux. Default et Default SSL. Default, c'est ce qui nous affiche actuellement ce que vous voyez à droite. Si je décide de le désactiver, forcément, on n'aura plus accès à aucun site web. Il vous dira erreur interne ou aucun site n'est disponible. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce site par défaut. Default, et on va le renommer. On va nommer la copie, avec le nom de notre site, mysql.nkj.fr. Comme ça, vous saurez que ce fichier de configuration de site appartient à tel site. Voilà.
Et ben maintenant on va le modifier. Nano SQL-nkj.fr. Et là vous retrouvez avec un petit fichier de config, donc quelques lignes. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à modifier. Et donc là, document root, ça veut dire mon site, il est stocké dans cet endroit. Nous ça va pas. C'est pas dans ce temps ici qu'il est stocké, notre site, il est stocké dans le dossier PMA. Voilà. Vous modifiez ici et ici, donc pour gérer des règles de répertoire. D'accord. Et ici pour dire que la racine du site se trouve ici. Et enfin, comment lui dire que quand on tape l'adresse internet mysql.nkj.fr, ça redirige automatiquement vers le dossier PMA. Et il suffit d'utiliser la directive juste en dessous de serveur email, de taper server name. Là vous mettez http://mysql.nkj.fr. C'est tout ce dont vous avez besoin de taper. Là vous faites un petit CTRL X, on enregistre et voilà. Le site est prêt. Il ne manque plus qu'à l'activer. Donc si on l'active, pour ça on utilise la commande d'Apache qui est A2 pour Apache 2, EN pour enable, donc activer, site. Donc Apache 2 active le site comment? Le site mysql.nkj.fr. Vous dit le site a été activé, lancez la commande service Apache 2 reload, c'est ce qu'on va faire, allons-y. Apache 2 reload. Pof, il recharge. Parfait. Prend bien son temps. Et B. Ok, je montre un peu la RAM. Et voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, j'actualise et qu'est-ce qui se passe? Allez, et voilà, on tombe directement sur le site. Par contre, vous verrez qu'il y a une faille de sécurité. Si je tape directement l'adresse IP, qu'est-ce qui va se passer? Je tombe sur la racine de mes sites. Imaginez, vous avez un serveur avec 15 sites, et le mec, n'importe qui trouve l'adresse IP de votre site, il tape ça. Il tombe sur la racine de tous vos sites. Il peut s'amuser à tout copier après, donc, de l'ensemble de tous vos sites. Et dans ce cas-là, on va désactiver le site par défaut. Donc A2 10 comme disable, donc Apache 2 désactive le site default. Et c'est reparti pour recharger. J'espère qu'elle va être un peu plus rapide. Voilà, regardez maintenant quand j'actualise. Normalement, je me tape une belle erreur où il me redirige vers le seul site actif. Voilà, il me redirige vers le seul site actif en attendant. Voilà. Donc ça, c'est déjà un peu plus sécure. Donc voilà. Donc là, on a un serveur web pleinement fonctionnel avec de quoi manager notre base de données MySQL. Il nous manque quoi maintenant? Le partage de fichiers. Comment gérer nos fichiers? On va pas passer par la ligne de commande pour créer nos fichiers PHP. Non, on va pas faire ça. Nous, on va faire communiquer notre Linux avec notre environnement de Windows. Donc, je vais retourner dans mon dossier utilisateur, voilà, pour que ça fasse plus de place. Et donc pour ça, on va utiliser Samba, qui utilise le service NFS2 pour communiquer avec Windows. Donc, Authenticated install Samba, comme la danse, oui. On installe ce petit paquet, voilà, on va dire oui, installe-toi.
Voilà, Samba est installé. Et bien maintenant, on va créer un dossier de partage, comme sur Windows, hein, sauf qu'il n'y a pas de clic droit, propriété partagée. Bien entendu, ça se fait en ligne de commande, en modifiant le petit fichier, bien entendu dans ETC, dans le nouveau dossier qui vient de se créer, Samba, et le fichier smb.conf. Ce fichier contient toute la configuration de votre serveur de partage. Attention, c'est pas du FTP, hein, c'est que du partage de fichiers en local. Donc on va tout à la fin du fichier, avec les pages haut bas de votre clavier, hein, on est tout en bas. Et là on va créer un nouveau dossier de partage entre crochets. Et moi je vais l'appeler 3W, tiens, qui va porter le nom du dossier. Et bah là, vous commencez à taper toutes les lignes, donc passe, où est-ce qu'il se trouve le dossier à partager, bah moi dans var. Oui c'est ça, var 3W, pardon, j'avais un doute. J'ai un trou de mémoire. Writable, voilà. Autoriser l'écriture. Yes. Ensuite, valid users, qui est autorisé à y accéder, uniquement route. Bien entendu, ça c'est à éviter aussi. Mais là, comme je le dis, c'est un environnement de développement, donc c'est pas très grave, c'est personnel, c'est sur votre machine. Mais pour faire ça bien, même dans les environnements de développement en entreprise, ça serait un compte spécifique, un utilisateur, blablabla. Mais bon. Donc, valid users, route. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut le voir en recherchant sur le réseau? Oui, possible. On va déjà essayer ça. On enregistre. On nous demande de tester nos paramètres si on n'a pas fait de faute, puisque j'ai quand même des petits doutes. Tout est OK. Vous voyez là qu'il me marque bien que 3W est fait et que tout a été chargé sans erreur. Voilà. Et bien regardez maintenant, je vais faire un Windows R et je vais faire anti-slash, anti-slash. Vous pouvez même taper le nom comme ça, SQL.j.fr. Hein. Bon, au cas où. Tapez directement l'adresse IP. Non, mais du temps pépère. Ah. Non, bah c'est bon, il l'a vu. Donc il l'avait vu avec le nom de domaine, ça fonctionne aussi. Donc voilà, comme ça, vous y croyez vraiment. Et là, quand je vais cliquer dessus, bam, il me bloque. Même si je mets le compte route, il va m'envoyer valider. Juste pour vous montrer. Hein. Je vais vous dire pourquoi, parce que Samba utilise sa propre base de données utilisateur. Bon, là, il m'a ouvert puisque j'avais demandé une deuxième fois. Donc là, je vais le laisser, il va planter, hein, je le sais déjà. Hop là. Donc, je vais le laisser planter à côté. Et en fait, il faut lui dire, bah, je vais ajouter le compte route local à ma liste d'utilisateurs Samba. Donc là, voilà, vous voyez, il m'a jeté comme une chaussette. Donc là, on va faire SMB comme Samba, password. Je vais ajouter l'utilisateur route. Et là, il me demande, bah, donne-moi un mot de passe pour l'utilisateur route. Confirme-le moi. Voilà, l'utilisateur route a été ajouté. Bah, on recommence, je touche à rien. Pop, pop, pop. J'aurais peut-être dû recharger Samba. Ah bah oui. Donc n'oubliez pas à chaque fois que vous faites des modifs sur Samba quand même de faire un petit reload. Donc service Samba, soit restart, soit reload. Moi je vais faire carrément restart. Il le stop, donc lui il va pas aimer. Voilà. J'actualise. Bah alors. Ah oui, il reste que 13 MO de RAM.
Bon, alors attendez, ce que je vais faire, ouais, voilà. Je vais augmenter la RAM de mon serveur, parce que le pauvre là, il rame à mort, j'ai que 13 émaux de libre, donc il tape dans la swap. Donc j'attends que le serveur se coupe, et je vais être gentil, je vais le monter à 1 giga. Je le diminuerai après. Voilà, donc le serveur se coupe, et en mémoire, allez, fais-toi un petit kiff, 1 giga temporaire. Et on démarre, c'est reparti. Pas aimé que je change de nom de machine comme ça, là, vous voulez. Je vais faire une petite modif après, dans le fichier Resolve. On va sortir notre petit outil. Je vais pas agrandir là, quoique si, hop là. Allez, viens là, toi. Voilà, donc, juste faire une petite modif, hein, parce que je pense qu'il n'aime pas, et du coup c'est peut-être pour ça qu'il ralentit, c'est pas ici, c'est host. Non plus. Voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop là. Ça sera mieux. Je vais pas faire un reboot tout de suite. Bien. Donc là, je vais vérifier en retournant sur le serveur qui est déjà beaucoup plus rapide. Je vais attendre qu'il me demande mon nom d'utilisateur et mot de passe. Voilà, donc route. Donc n'hésitez pas à mettre un point anti-slash comme ça, un point sur route. Le mot de passe. Et là, j'y accède, c'est magique. Sauf que vous allez voir que vous allez vite être embêté par quelque chose. Là, vous voyez, j'ai accès à mon dossier PMA, ce qu'il y a dans exactement dans ce dossier-là. Voilà, vous voyez, j'ai bien PMA. Par contre, si je modifie un fichier, voilà, j'ai le droit, c'est bizarre. Apache n'y aura pas accès. Pourquoi? Parce que ce dossier, regardez avec qui il est créé, le compte route. Alors, quand vous allez faire des petits développements, ça va pas trop vous déranger. Et quand Apache aura besoin d'accès, vous allez vous retrouver bloqué parce qu'il n'a pas le droit de toucher au dossier route. Notamment quand vous allez mettre des applications en PHP qui vont nécessiter d'écrire dans le dossier où se trouve le site. Notamment, je parle de, par exemple, OnCloud ou les autres sites dans ce genre-là. Vous allez être bloqué parce qu'il va dire attention, j'ai pas le droit d'écrire. Bah oui, parce que là, l'utilisateur qui se connecte dans ce dossier-là, c'est route. Et du coup, il écrit avec le compte route. C'est pas bon. Dans ce cas-là, on va modifier encore notre fichier de configuration Samba, qui se trouve dans SMB. On redescend en bas, et cette fois, on va dire, bah c'est bien. Une fois que l'utilisateur valide s'est authentifié, on va le forcer, force user, à enregistrer sous le nom de Apache. Apache est qualifié sous l'utilisateur 3W Data, sous Debian du moins. Ça change en fonction des distribs. On valide, on redémarre les services Samba. Je vais juste faire
donc regardez maintenant, donc, je fais un petit ls-h. C'est bien pour vous montrer la petite différence. Hop. Du coup, il voit mon dossier root parce que du coup, vous êtes authentifié en tant que root. Donc par défaut, il monte le dossier root. Hein, c'est pas une obligation. Donc là, j'ai créé le nouveau dossier. Donc déjà, vous avez même plus le droit de le supprimer. Déjà parce qu'il appartient à root. Vous voyez, donc ce qui pose problème. PMA, à la limite, on peut le laisser. Voilà, j'ai eu peur d'avoir fait une connerie, mais c'est bon. On peut le laisser sous utilisateur root, comme ça, ça évite de quelqu'un de le supprimer sans le voir. Par contre, maintenant, regardez, je vais créer un nouveau dossier. Et je n'ai pas le droit. Ah oui, parce que je n'ai pas le droit parce que le dossier 3W appartient à Apache, à root, ce qui n'est pas bon. Donc on va faire un petit change own. Change own permet de changer le propriétaire du dossier. Donc moi, le propriétaire du dossier, je veux que ça soit 3W data. Pareil pour le groupe 3W data. Donc là, si vous refaites un ls-lh, vous voyez que maintenant le dossier appartient à Apache. Donc là, si je fais nouveau dossier, oh, je peux écrire maintenant. Et encore mieux, regardez. Je vais dedans, je refais un ls-lh pour voir le dossier. Et vous voyez bien que j'ai créé un dossier et c'est bien l'utilisateur 3W data qui est vu. Ce qui fait que maintenant, même lui, je peux le supprimer. Donc le nouveau dossier, je vais le supprimer en ligne de commande. Hein. Ah oui, n'oubliez pas -R pour supprimer en majuscule, hein, -R en majuscule, pour supprimer un dossier. Attention, c'est dangereux cette commande-là. Hein. Donc voilà, on se retrouve avec notre partage. Et ce qui est encore mieux, c'est vous faites un clic droit sur 3W, connecter un lecteur réseau, se connecter à l'aide d'informations différentes, d'identifications différentes qui sauvegardera, se reconnecter lors de la connexion, vous le mettez sur Z, parfait, terminé, mémoriser ces informations, et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que vous avez, on voit ma box, génial, c'est que vous avez directement votre dossier ici, comme un dossier Windows, vous n'avez même plus besoin de ça, sauf pour créer vos sites web, hein, bien sûr. Et donc ici, vous avez accès à vos sites. Vous pouvez créer un nouveau dossier, mon site web. Normalement, ça ne marchera pas. Donc là, si vous voulez directement faire des trucs comme ça, vous pouvez directement réactiver le site par défaut. Vu que vous êtes, excusez-moi, vous êtes en environnement de développement, donc c'est pas très grave. Donc, regardez, je vais réactiver, donc root to enable site default, hop, je vais redémarrer reload le service à page 2 reload, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, bien entendu, tapez bien l'adresse IP, hein. 128, hop, on voit bien mon site web, et voilà, je peux directement travailler sur mon site web. Et moi je vous conseille notamment si vous faites des sites web avec des redirections, htaccess, tout ça, de l'URL rewriting, voilà, d'utiliser des noms de domaine. Comme ça vous travaillez avec votre véritable nom que vous utiliserez. D'accord, ça vous évitera de faire beaucoup de modifications dans votre code. Donc là voilà, comme ça vous avez votre site web, votre serveur web, vous pouvez travailler, garder Putty sous la main pour activer les sites, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, ça s'achève là-dessus, donc j'espère que ça vous a été utile. Puis vous avez vu comment créer un site web en copiant le fichier default du dossier site available, et comment ajouter la traduction du nom de domaine en adresse IP vers votre serveur web. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt, puis bon boulot.